Les droits humains, pas toujours connus et respectés de tous, sont 10 ans après. On fait le point, on fait le bilan avec Fidèle Kikan, qui est le directeur exécutif de Amnesty Bénin. Bonsoir. Bonsoir, madame la Comment journaliste. vous allez? Je vais très bien parce que je suis en fête. Alors déjà, semaine passée, vous étiez avec nous. Aujourd'hui, vous êtes en fête, vous l'avez si bien dit. Et pourtant, le cœur n'est pas que seulement à la fête, c'est aussi l'heure de faire un peu le bilan de tout ce qui s'est passé en 70 ans. C'est énorme. Et pourtant, on a l'impression qu'on n'a pas suffisamment évolué. Oui, parce que les droits humains s'intéressent à une matière qui est très complexe et évolutive. C'est l'homme, l'humain, c'est de l'indéterminé. Mais il faut pouvoir reconnaître que cette Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est intervenue dans des conditions extrêmes, parce qu'en 1930, la crise économique, ensuite les régimes nationalistes qui nous ont conduits au barbarie jusqu'en 1945, et puis on a commencé à réfléchir, en 1948 on a normalisé le monde à travers ces 30 articles qui sont des déclarations d'intention, qui sont des idéaux qu'on s'est mis en place. On peut dire que ce petit document a révolutionné le monde. Ce petit document a permis aujourd'hui d'avoir l'organisation, le schéma global de la communauté internationale aujourd'hui. Et à l'intérieur des Nations Unies aujourd'hui, ce document qui, à la base, n'était pas juridiquement contraignant, a permis aujourd'hui d'avoir des conventions, des traités, des institutions, plein de choses qui sont contraignantes aujourd'hui et qui permettent aujourd'hui aux États de pouvoir même dialoguer entre eux et de s'auto-évaluer par rapport aux questions des droits humains. Je veux faire allusion au mécanisme de l'examen périodique universel que le Conseil des droits de l'homme a mis en place. Ce mécanisme a permis de réguler le monde à travers plusieurs crises qui auraient pu devenir des crises majeures, peut-être même pires. C'est vrai qu'il y a d'autres crises sur lesquelles le mécanisme n'a pas pu fonctionner, mais aujourd'hui, si on fait le bilan de 70 ans, on peut simplement dire les droits humains nous ont protégés et c'est à notre tour aujourd'hui de les protéger pour qu'ils continuent à nous protéger. Les droits humains nous ont surtout éloignés du pire. Les droits humains nous ont éloignés du pire et ont permis que nous soyons humanisés tout simplement. Et quand vous lisez le document, il est si futuriste qu'il reste actuel et chaque fois nous projette vers l'avenir en nous mettant en garde, en nous rappelant nos atrocités, d'où nous sommes partis et en nous mettant en garde sur ce qui pourrait nous arriver. Mais d'autres droits s'y sont ajoutés. Bien Par sûr. exemple, aujourd'hui, quand on parle de droit à l'Internet pour tous, ça n'existait pas avant. Aujourd'hui, cela a été intégré. Ça veut dire que qu'on le veut ou pas, on a actualisé. Alors, non, quand vous voyez, je vais dire quelque chose peut-être qui est prétentieux. Les 30 articles de la déclaration sont complets. Après, c'est vrai, il y a eu les droits qu'on a appelés de première génération, c'est les droits civils et politiques. Après, nous avons eu les droits de deuxième génération, les droits économiques, sociaux et culturels. Aujourd'hui, nous avons des droits qu'on appelle de troisième génération, le droit à l'environnement, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit à l'Internet, la communication et tout ça. Mais quand vous ramenez tous ces droits, on les retrouve dans les vous les retrouvez sur les 3 piliers de la Déclaration universelle, c'est-à-dire la liberté de l'homme, la dignité de l'homme et le respect de l'intégrité physique de l'homme. Donc, c'est des dérivés, il faut juste les expliquer parce que sinon, la tendance globale, c'est de dire par exemple, oui, droit à l'expression, mais sur l'Internet, il faudra faire attention, ce n'est pas forcément droit à l'expression. Alors, c'est pour ça qu'on précise, sinon nous étions partis sur un test assez complet et qui continue, comme je le dis, à gérer notre présent et à nous défier pour le futur. Alors, et pourtant, 70 ans après, tout le monde n'est pas au courant de ses droits. Et on dit que quand vous ne connaissez pas vos droits, eh bien, on les brime facilement. Oui, c'est vrai que l'éducation aux droits humains fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des dérivés qui s'en sont suivis. C'est vrai que c'est les États qui avaient déclaré, nous, nations du monde, sommes libérés de la tyrannie et de la misère. La tyrannie qui fait allusion à tout ce qui est droits civils et politiques et la misère qui naturellement fait allusion aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces États donc ont pris aussi l'engagement pour que l'entièreté de la philosophie et des valeurs et principes soient préservés et partagés avec leurs citoyens. Mais comme c'est eux qui prennent les engagements et qui sont aussi redevables de ces engagements, dans la mise en œuvre, plusieurs États se sont amusés à ne pas faire formellement ce qu'ils doivent faire.
Mais la bonne nouvelle, vous savez, les droits humains sont des prérogatives d'abord inhérentes à la personne humaine avant d'être garantis par des instruments juridiques. Donc, sur le fondement philosophique, vous avez l'homme fondamentalement et foncièrement libre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus à travers le monde, les droits humains ne sont plus revendiqués forcément par des gens qui sont spécialisés. C'est revendiqué simplement par des personnes ordinaires, un citoyen lambda, qui sont capables, à cause du bon sens dont l'humain est doté, qui sont capables d'identifier l'injustice et de dire, moi, je suis prêt à sacrifier ma vie, je suis prêt à me battre pour que cette injustice soit changée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez plein de personnes qu'on peut appeler lambda, qui se battent. Et la bonne nouvelle pour Amnesty International cette année, par exemple, quand nous avons sorti notre rapport hier, nous avons pu documenter le cas de plusieurs femmes défenseurs des droits humains qui n'ont rien à voir avec un parcours, une biographie extraordinaire, mais qui simplement, à la base, dans leur communauté, ont pu déterminer que, par exemple, telle entreprise n'a pas le droit de polluer notre rivière, telle entreprise n'a pas le droit de nous déposséder de notre terre, etc., etc. Le gouvernement doit nous donner de l'eau et de l'électricité, et qui, spontanément, se sont mis au devant des peuples. Ici, même au Bénin, vous avez quelques communautés qui s'organisent aussi de façon spontanée. Je ne sais pas si c'est permis sur votre plateau, non. Mais... non. On va éviter de faire de la publicité pour les initiatives. D'accord, on ne va pas faire de la publicité, mais c'est pour dire que même si les États se réservent de faire correctement leur job par rapport à l'éducation aux droits humains, les droits humains... c'est seulement du ressort de l'État d'informer les citoyens sur les droits humains, d'éduquer aux droits humains? Alors, la société civile aide l'État à le faire, mais l'État doit pouvoir savoir que c'est lui le premier garant des libertés de tous, et donc a cette obligation de protéger et a cette obligation aussi d'enseigner et de former. D'accord. Alors, quand des citoyens entre eux se décident qu'il y en a qui sont prioritaires par rapport à d'autres, par rapport justement au respect de ces droits humains, on se positionne comment? Alors, je vais vous renvoyer au thème de cette année pour la commémoration des 110 ans de la DDH, qui dit à peu près défendez les droits pour plus de respect, plus de liberté et plus de compassion. Plus de respect, c'est juste remettre la dignité humaine au centre et l'égalité de tous au centre. Plus de liberté, c'est tout ce que vous savez de liberté d'expression, de presse, de manifestation et tout. Et plus de compassion, c'est-à-dire quand même, il ne faut pas que quelques-uns pensent qu'ils sont les seuls propriétaires de l'univers et puissent disposer des 90 ou voire même des 100% des richesses de la planète, tandis que les 90 autres pourcents de la planète, des habitants de la planète, puissent continuer à végéter et à devenir de plus en plus pauvres. Donc, cette compassion-là, mais qui n'est pas de la compassion dans le sens misérabiliste de pitié, mais de dire, il faut quand même reconnaître que les autres existent et que la richesse ne devrait être qu'une richesse partagée. D'accord. Mais moi, je m'intéresse sur quel aspect de ces droits humains nous sommes véritablement en retard. Est-ce au niveau de la liberté d'expression? Est-ce au niveau de l'égalité des chances? À quel niveau véritablement on est en retard? Les examens, vous voulez parler du Bénin? Oui. Les examens périodiques que le Bénin a subi en novembre 2017 a prouvé clairement les priorités suivantes. La protection de l'enfant. Sur la protection, la plupart des recommandations, des 191 recommandations acceptées par l'État, la plupart sont allées vers l'invite de l'État à non pas continuer à mettre en place un national juridique qui n'est pas mis en œuvre, mais de mettre justement en œuvre le national juridique et programmatique de sorte à mieux protéger les enfants. C'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est les droits de la femme. Les droits de la femme en termes d'égalité, mais aussi en termes de participation à tout niveau de la vie sociale, politique, administrative et autres. Les droits de l'enfant et de la femme en termes aussi de vulnérabilité. Quand on parle de vulnérabilité, l'autre priorité qui a été déterminée à l'État béninois, c'est donc les vulnérabilités sociales, les personnes handicapées, les personnes albinos et d'autres classes. Quand vous quittez ces droits, l'État béninois, une quatrième priorité, c'est la justice et le système pénitentiaire.
la justice en termes de célérité, en termes de réduction des détentions provisoires, le système pénitentiaire en termes de besoin de réforme, et ça, l'État béninois a quand même commencé certaines choses. Il faudra saluer la mise en place de l'agence pénitentiaire, mais il faudra aller beaucoup plus loin dans le respect des droits de détenus. D'accord. Mais ce qu'on oublie parfois, on a tout fait d'oublier. J'en aurais fini quand même. Oui. Mais il y a un gros paquet qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels. C'est les questions relatives à la santé, à l'éducation, à l'alimentation et à la lutte contre la faim. Nous avons une population qui se paupérise davantage. Tandis que, du moins visuellement, nous voyons quand même que les ressources de l'État s'accroissent et que donc il y a forcément un problème dans la redistribution. C'est pour ça que l'invite a été de pouvoir retoucher les politiques publiques de sorte à pouvoir garantir à tous cette justice sociale. Mais est-ce que ce n'est pas parfois utopique de penser qu'un jour, dans le monde entier, on aura l'égalité des chances pour tous? C'est une question, ça peut paraître utopique, mais c'est une question de sécurité pour tous. C'est une question de sécurité pour tous parce que tout à l'heure, vous avez vu, je n'ai pas pu vous dire que c'est les droits civils et politiques qui prévalent sur les droits économiques, sociaux et culturels. Mais c'est une chaîne. Je prends juste ce qui se passe en France actuellement. Vous avez vu, c'est parti par le côté social. Tant que les dirigeants, à travers leur politique, et je salue le revirement que le président français est en train de faire. Et ça devait pouvoir servir de point d'orientation à tous les autres gouvernements qui ont des politiques ultralibéralistes. Parce que quand vous n'allez pas vous intéresser aux droits économiques et sociaux des communautés, de vos populations, les gens auront toujours tendance à se soulever. Et si vous n'avez pas du tact démocratique, vous serez obligé d'utiliser de la force et dans ces conditions, vous allez violer encore leurs droits civils et politiques. Donc, c'est-à-dire que vous violez au départ par vos politiques mal orientées les droits économiques et sociaux. Les gens revendiquent et maintenant, vous les matraquez en violant leurs droits civils et politiques. Donc, quand ça va continuer comme ça, nous allons nous mettre tous en danger parce que même le terrorisme, allez vous voir, le terrorisme n'est pas d'abord une question politique. Le terrorisme est parti d'abord du non-respect des droits économiques et sociaux, d'une répartition inégale des richesses. C'est vrai qu'il y a des groupes terroristes qui sont purement à visée politique, mais c'est une invite à la planète de pouvoir équilibrer les richesses. Équilibrer les richesses, pour vous, pour l'instant, tout se résume à ça. Tant que tout le monde est satisfait, on a les droits humains qui sont protégés. Mais ça, c'est sans oublier qu'il y a des personnes qui sont déviantes naturellement et qui n'ont aucune notion des droits humains. L'homme est naturellement bon et que c'est la société qui le corrompt. D'accord. Je conclus alors cet entretien par votre citation. L'homme est naturellement bon, c'est la société qui le corrompt. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir reçus sur ce plateau expert, l'expert qui est terminé.